Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage du sommet Africa Forward qui a pris fin ce 12 mai à Nairobi, au Kenya. Vivien Manangou, je l'ai dit dans la partie introductive de l'émission, nous allons consacrer cette troisième partie à la question de la mobilisation des recettes. Et vous, je l'ai dit, vous proposiez de sortir votre pays du tout pétrole. D'ailleurs, il n'est pas dans le tout pétrole. Hein. L'économie congolaise est plus ou moins en voie de diversification en tout cas, mais passons. Et d'envisager d'autres niches, d'autres sources alternatives de mobilisation de recettes. Et c'est la fiscalité est l'une des pistes chez vous. Dans votre, expliquez-nous. Que faut-il entendre par là? Faut-il prélever plus d'impôts? Si oui, à quoi servent nos impôts aujourd'hui, ceux qui sont prélevés? Faut-il augmenter le taux de fiscalité? Comment vous envisagez la chose pour que l'Afrique dépende moins de l'aide au développement et qu'on ait suffisamment de ressources et que nos budgets nationaux ne soient plus finançables qu'à 50%? Déjà, il faut faire remarquer, on était en train de parler tout à l'heure avec le professeur Johnson, des 23 milliards que le promis par le président Macron à Nairobi. 23 milliards, 14 de la France et 9 milliards des hommes d'affaires africains. Vous savez que 2 points de plus de fiscalité en Afrique, c'est 60 milliards. C'est-à-dire autant que toute l'aide publique au développement que l'on verse en Afrique. Expliquez concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites le ratio de impôt PIB en Afrique, nous sommes aujourd'hui en Afrique à peu près, la moyenne, hein, c'est à peu près moins de 16%. C'est vrai. D'accord? Alors que nous sommes pas, si on prend les pays de l'OCDE, oui, c'est 33%. Si on prend par exemple l'Amérique latine, 21%. Oui. Ça veut dire qu'avec 2 points de plus, c'est des recettes de presque de 60 milliards de dollars. C'est-à-dire autant que tout ce qu'on verse en Afrique au titre de l'aide publique au développement. Mais précisez-nous, Vivien Manangou, le mécanisme l'opérationnalisation de ce que vous proposez quand on sait que l'essentiel de l'activité économique est absorbé par le secteur informel. Alors oui, c'est une piste. C'est une piste parce que le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, justement, c'est que nous avons un système fiscal, à bien des égards, qui s'appuient sur des impôts ou des taxations qui, en fait, ne sont pas adaptés. Il faut d'abord se rappeler, mais là, le professeur Johnson en parlera mieux que moi, c'est que nous avons un système économique qui est toujours un vestige du système colonial, c'est-à-dire un système de captation des richesses. Donc, nous ne créons pas véritablement de la richesse, ce qui rend difficile d'avoir des impôts ou des taxes qui soient les plus rentables possibles. Par exemple, nous comptons beaucoup sur l'impôt sur le revenu, tout en ayant un niveau de chômage très élevé. C'est vrai. Tout en ayant un secteur informel très important. Ce qui veut dire que, finalement, l'impôt sur le revenu... Il faut pénétrer le secteur informel. C'est une des pistes. Qui se fait là-bas. Il faut pénétrer le secteur informel. Ça fait des années qu'on en parle. Hein. C'est pas facile. Peut-être parce que les choix qui ont été faits n'ont pas été les bons, mais ça marche pas aujourd'hui. On nous dit encore que 80% des actifs des États de l'OHADA relèvent du secteur informel. Vous imaginez? C'est énorme. C'est énorme. Il faut aller tasser davantage la femme de Nantokwa, la femme qui vend des tissus à on en convient, elle brasse des milliards. Attention, il ne faut pas sous-estimer. Et c'est part de l'actif du secteur économique sur le continent. Nos femmes là qui vendent dans nos grands marchés, on brasse des milliards. La proposition, c'est d'aller augmenter le taux de fiscalité. Alors, allez-y, professeur, allez-y. Vous n'êtes pas réceptif à la proposition. Je pense que c'est pas ce que j'ai dit. Hein, on n'aura pas maille à partir. Vous savez, la politique fiscale relève de la politique budgétaire. Hein, c'est de la finance publique, etc. Hein, c'est de la finance publique. Et sur le plan macroéconomique, il y a un économiste d'ailleurs qu'on appelle Sargent, et voilà, Sargent qui a eu le prix Nobel et qui a montré que effectivement que la politique, on peut montrer mathématiquement, elle démontrait que la politique monétaire et la politique budgétaire ne peut pas être indépendante de la politique monétaire.
On ne peut pas le montrer. La politique budgétaire n'est pas indépendante. Ça va de pair, n'est-ce pas? Si on avait un tableau, je vous le montrerai par un petit exemple. Bon, ça va de pair. Après, maintenant, il faut rappeler aussi la coupe de l'affaire, qui connaît bien l'existence. Trop d'impôts tue l'impôt. Hein, il faut rappeler tout cela. Après, il faut rappeler également ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Hein. Ce que je suis en train de faire, je suis obligé de rappeler, parce que c'est l'économie mathématique qu'il faut rappeler. L'équivalence ricardienne dit la chose suivante. Si j'ai un déficit public, hein, d'accord, un déficit public, je m'attends à ce que l'État va augmenter les impôts. Et donc, à ce moment-là, il y a une tendance justement à épargner parce que j'aurai des impôts à payer. D'accord. Après, ce qu'on soulève, il y a des secteurs abrités, il y a des secteurs non abrités, et il y a des secteurs qui, naturellement, comment lever l'impôt? En fait, c'est l'histoire comment lever l'impôt. Bon, alors, oui, attendez. Détachable de la question de l'assiette fiscale. Non, attendez, non, je peux avancer. Je désire avancer. Donc, il s'agit là d'analyser la structure, je voudrais dire, du mode de génération, non pas de génération. Comment les revenus sont engendrés au niveau du continent africain ou des pays africains. La plupart du temps, les revenus, par exemple ceux qui travaillent au niveau de la fonction publique, on fait un impôt direct à la source. Parce qu'on peut les tracer, c'est relativement très simple. Maintenant, c'est informel. Okay. Donc c'est l'impôt sur le revenu. Bon, après maintenant, considérons par exemple ce qu'on peut appeler l'économie profonde ou bien l'informel, etc. Bon, mais ces gens de l'économie informelle, c'est que en fait, si l'État était structuré de telle façon que on pouvait créer des entreprises et qu'on avait le cadre juridique qui permettait, monétaire, hein, qui permettait de créer une entreprise, on aurait eu moins de secteurs informels, n'est-ce pas? À mon avis, c'est un avis, et on peut le montrer. Ça a été étudié. Ce sont les travaux de la française, là, avec qui a été professeur au collège. Ces gens-là... Non, qui a eu le prix Nobel. Non, mais c'est pas, nos réalités locales sont autre chose. Non, quelle est la possibilité d'amoindrir? Ça, on en a besoin, on a besoin de réduire le secteur informel. Ça, on en a besoin. Il faut passer du secteur informel au secteur où on peut directement faire lever des taxes. Bon, je reviens. Là, on a ouvert la parenthèse, on est en train de m'éloigner un tout petit peu. Allez-y, donc, professeur. Ce que je suis en train de dire, c'est que, s'agissant du secteur informel, le secteur informel est organisé d'une certaine manière où nous avons une difficulté à dire quelle taxe nous serons à même de pouvoir lever. Mais on sent bien, quand on a commencé à analyser économiquement, qu'il faudrait se tourner vers une taxe du type TVA, hein, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus facile à lever sur les transactions et que des taxes qui seraient de nature impôt sur le revenu. Injuste. Donc là, non, mais ce sont des études qu'il faut mener. On ne peut pas dire, ce sont des études. Alors, oui, bien sûr. Oui, pour embrayer sur ce que disait le professeur Johnson, il ne faut pas faire comme si la fiscalisation du secteur informel est un nouveau dossier. Non. Ça fait plusieurs années, il y a plusieurs rapports sur la question. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs propositions qui ont été mises sur la table et appliquées pour d'autres. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, on a essayé la simplification de l'enregistrement des entreprises. Ça ne fonctionne pas. Non. Vous savez pourquoi? On a essayé, on a mis en place les impôts synthétiques. Oui. Ça ne fonctionne pas. Non. Et ça aussi, on sait pourquoi. Bon, donc, c'est un vieux dossier qu'on n'arrive pas à traiter. Moi, il me semble qu'il y a un volet qui n'est pas pris en compte jusqu'aujourd'hui, c'est le volet sociologique ou psychologique. C'est-à-dire que on néglige beaucoup l'apport ou le rapport de l'Africain avec ce type de contribution. Il faut se rappeler comment les Africains ont reçu la fiscalité. Oui. Il faut se rappeler. C'est vrai. Que dans nos pays, l'impôt, c'était l'impôt du colon. C'est vrai. Qui ne servait pas. Après, on pourchassait les gens. On les arrêtait, on les torturait. On se rappelle de la fameuse taxe de capitation. Les gens étaient fouettés pour payer les impôts et c'est construit autour des impôts
des résistances. Des résistances. Comme on n'a pas assez de temps, on va essayer de, Oui. de C'est dommage. focaliser. Oui. Non, mais c'est un sujet. Oui, mais ce que je voudrais dire à ce sujet-là, il faut important de rappeler Camille Lefebvre, historienne de l'Institut du monde des mondes africains, a mis en évidence ceci que s'agissant de l'impôt concernant le continent africain, on a toujours dit que la France a construit, ça nous a coûté de l'argent, etc. Après des études qui ont été menées pendant plus de 20 ans par Denis Cognon, etc., on s'est rendu compte que c'est l'Afrique elle-même, à travers ses impôts, qui ont construit des infrastructures et qui ont payé les administrateurs qui venaient pour dans le cadre de la colonisation. Bien sûr. Et que la France, les dépenses de la France, c'était simplement consacrées à l'armée et à la répression par rapport à cela. Donc les Africains, déjà pour commencer, c'est eux qui ont... Et de surcroît, il a été montré qu'au niveau du Niger, en plus de 60 ans de colonisation, on a construit à peine 60 km de route. Alors, voilà. Donc, on s'éloigne un peu. non, mais l'impôt de l'Africain est déjà... Il est déjà conscient. Oui. Non, bien sûr, mais c'est pas ça. Oui, bien sûr. Non. Ce qu'on Non, essaie ce que je voulais dire simplement, Oui, bon. ce que nous avons été capables De faire lors de la colonisation, nous avons des bases avec une Ça, c'est vrai. structuration Oui. pour pouvoir lever l'impôt. Alors, Oui, c'est ça que je voudrais dire. professeur, Je ne suis pas en train d'attaquer dans le cadre d'une rétrospective historique. On est d'accord. Ce que nous avons été à même de faire dans le passé, nous sommes capables de le faire dans la modernité. Faudrait-il encore qu'on réfléchisse à la façon de pouvoir le faire? Deux éléments très importants, Vivian Monan. Et je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure de façon globale. Mais prenons des exemples concrets. Vous avez évoqué la sociologie. Je pense même que c'est l'élément central. Prenons deux éléments importants. Vous avez, sur le continent, un taux de bancarisation autour de 10-15%. Oui. Donc les gens gardent leur argent à la maison. D'ailleurs, l'autre fois, dans le cadre d'une étude avec des experts de EcoBank, ils déploraient le fait que pendant la saison sèche, où il y a plusieurs incendies, les gens qui ont des millions dans leur lit, dans leur Emmener à matelas... la banque. Non, ils ne veulent pas, parce que sociologiquement, ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il a beaucoup d'argent. Donc, ils préfèrent garder à la maison. Et après, quand la maison brûle, et c'est tout qui s'en va. Et deuxième élément, celui qui vend, l'agriculteur, parce qu'au fond, on pense que ces gens-là sont des gens pauvres. Ils sont immensément riches. Bien sûr. Celui qui a des teckerains, qui a des palmeraies, et qui vend des palmiers et des tecs, il a beaucoup de millions chez lui. Comment peut-on définir l'impôt à peu près? Parce qu'il est dans le secteur... L'État n'est pas au courant de son activité et de combien il gagne. Comment on pénètre ça? Alors, justement, la première chose, c'est il faut savoir que c'est déjà pénétré. Il ne faut pas penser que ces gens-là ne payent pas du tout d'impôts. Oui, ils payent des taxes locales, effectivement. Mais ils payent surtout la TVA. Ils payent surtout la TVA. Et donc, la TVA, l'impôt à la consommation, c'est le principal instrument qui permet de toucher tout le monde. Et même ceux qui sont dans le secteur informel. Et qui est très injuste. Oui, alors... C'est l'impôt le plus injuste au monde. Oui, il est injuste parce qu'il est aveugle. Mais si vous voulez, comme ils ont des taux qui sont plus ou moins bas, donc en fait, c'est supportable. Et puis, puisque le professeur citait Ricardo, rappelez-vous ce que disait Ricardo, il faut prendre les pauvres, ils sont les plus nombreux. Oui, bon. mais sauf que je ne suis pas d'accord de payer la bagarre au même prix que Bolloré. Non, mais ça dépend, ça dépend du service qu'on sollicite ou du bien qu'on veut acheter. Sinon, si on fait des prix indifférenciés sur une télévision, alors qu'on va acheter la même télé que Bolloré, on assume les conséquences. C'est fiscalement, c'est assez juste. Et puis, attention à l'égalité fiscale. Il vaut mieux être sur l'équité que sur l'égalité. Parce que l'équité permet de prendre en compte des éléments. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est pas pareil. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense vraiment, si on évoque cette question-là, c'est en rapport aussi avec la question de la légitimité de l'impôt. C'est-à-dire que les gens se cachent, veulent pas payer, parce qu'ils se posent toujours une question simple. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je vais avoir en retour? Si aujourd'hui on voit la dynamique au Burkina, vous savez, regardez pendant cette période qu'il y avait des guerres au Niger, au Burkina et au Mali, vous verrez qu'il n'y a jamais eu une période où les impôts ont été aussi bien payés. Pourquoi? Parce que dans la rhétorique des dirigeants de l'AES, ils ont essayé d'expliquer
qu'il nous faut de l'argent, il faut que vous contribuiez pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai. Rendons donc la fiscalité légitime aux yeux même de ceux qui ne payaient pas avant. Et qui ont besoin de sécurité. Et qui ont besoin de sécurité. Donc, Vous avez raison. Ce que je disais, on l'a payé dans le passé, on l'a payé Exactement. dans le monde. Et un bien sûr. dernier exemple, Richard Togbé. Vous voyez, en Afrique, les pays qui ont le fameux ratio dont je parlais, PIB, impôt PIB le plus élevé, oui. c'est la Tunisie, l'Afrique du Sud C'est vrai. et le Maroc. Oui. Et donc, si vous regardez ces pays-là, ce sont aussi les pays qui redistribuent le plus en Afrique. Oui. Si vous prenez le système Avec les de... services sociaux de base. Et services sociaux de base. Si vous prenez Absolument. par exemple toutes les questions liées autour de la protection sociale, C'est vrai. la Tunisie c'est 10% Oui. du PIB. D'accord? Au Congo, chez moi, c'est 1,5. Donc vous voyez bien que dans les pays où les gens sont capables de justifier où va, à quoi servent les impôts, Oui. ils sont plus à même de payer On est d'accord. que dans les pays dans lesquels on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils en font. Aujourd'hui, dans les États de l'AES, si il y a eu des belles rentrées fiscales, c'est que les gens se sont dit, bah oui, avec notre argent, ils nous Absolument. défendent. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et professeur, je vous laisse donc. Je veux dire, ici, on a eu peu de temps pour traiter des problèmes. Ce sont des problèmes vitaux concernant C'est le vrai, continent c'est africain vrai. en termes de volets, de bras pour la stratégie de développement. Vous voyez, le problème de la fiscalité est un problème énorme. Mais comme je le rappelais à un instant, en disant que la fiscalité n'est pas, que le problème budgétaire n'est pas indépendant du problème monétaire, il y a ce qu'on appelle les travaux de Abba Leonard qui a montré que essentiellement la finance fonctionnelle, que l'État, n'est-ce pas, la monnaie est une création de l'État. Et donc, si la monnaie est une création de l'État, on ne doit pas se fonder sur la notion d'équilibre, parce que un individu peut déposer son bilan, peut être en déficit, etc. Mais l'État ne peut pas déposer son bilan. Par conséquent, on ne doit pas raisonner en termes de revenus, mais on doit raisonner en termes de niveau d'activité. C'est-à-dire que, à ce moment-là, si on veut moins de chômage, n'est-ce pas? Eh ben, il faudra pouvoir créer de engager l'activité. et voilà, et produire, baisser les taux d'intérêt et permettre qu'il y ait en fait la création d'activités. Et si en fait l'inflation apparaît, et à ce moment-là, il faut détruire la monnaie, il faut taxer. Donc vous voyez que ça va de pair avec la politique monétaire. D'ailleurs, professeur, vous faites bien. Sur la question, parce que je vous ai vu la question, mais rapidement, la question de la monnaie. Comment est-ce que vous ne pensez pas que le fait que l'on conserve la fameuse convertibilité, d'accord, notamment. Oui, parlez un peu plus fort parce que je vous entends mal. Alors, la question de la convertibilité, Oui. vous savez, euro, Ouais, c'est ça. CFA. Ouais. Et est-ce que ce point-là précis ne permet pas, Oui. paradoxalement, à la zone CEMAC, Oui. qui elle, enfin la UEMOA aussi pareil, est-ce que ça ne lui permet pas justement de lutter contre l'inflation? Non. Quand on sait que les gouvernements de Oui. cette zone économique généralement ne disposent pas véritablement d'armes, d'instruments de lutte contre l'inflation. Oui, mais Allez-y rapidement. Oui, parce que mais malheureusement, on est à la non, mais c'est une question assez importante qui amène à dire que les tenants du franc CFA disent, ben, comme nous ne pouvons pas traiter le problème de l'inflation, faisons un ancrage, un arrimage, et la monnaie sera contrôlée. Mais c'est une fuite en avant. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre nation. On peut le dire ça autrement. Pourquoi on rendrait la monnaie non convertible avec un contrôle de capital et on se fonderait essentiellement à ne dépenser l'argent que tout simplement des excédents qui résulteraient en fait de l'exportation? Ça aussi. Oui, sauf que pour l'instant, on Oui, n'exporte rien. oui, plusieurs Sauf que questions. pour l'instant, c'est un choix. c'est un choix. C'est un choix. Sauf que pour l'instant, Absolument. Oui. on n'exporte rien. Oui. Mais non, le résultat, non, si je vous dis tout regardez, simplement par exemple, que les investissements seraient liés Oui, aux oui, revenus oui. dégagés de l'exportation Oui, oui, qui limiteraient En tout cas- les emprunts. D'accord. Parce que notre problème, c'est l'emprunt. Oui, oui, Voilà, mais c'est ce que je suis en train de parce dire. que dans Ça la- peut être un parce que- choix. Merci beaucoup. Vous êtes rentré dans la technicité Non, mais oui, mais c'est important. du départ. Ah, on est d'accord. De la
question monétaire, bien sûr, c'est très important. Peut-être devrons-nous faire une émission spéciale sur la question de la monnaie. Il y a toujours à dire par rapport à cette question qui est à la fois politique, économique, mais aussi sociologique. On va peut-être faire une autre émission sur la question. En tout cas, on en offre. Comment? Offre, on en offre. Non, pas du tout. On est toujours dans l'émission. En tout cas, des pistes ont été explorées ici dans le sens de l'augmentation des possibilités de prélèvement de la fiscalité, enfin des impôts sur le continent. Merci, professeur. Merci d'avoir participé à cet échange. Vivien Manango, ancien candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 dans votre pays, le Congo. Vous aviez un programme pour votre pays. Pourquoi pas? Il y aura d'autres élections et bien sûr, vous faites partie de toute façon des Congolais qui prendront demain. Et la relève sous, bien entendu, le regard de nos aînés que sont les professeurs, comme on vous a ici. Et à notre merci, professeur, d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous aux politiques. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Suivez-nous sur YouTube. Nous sommes sur toutes nos plateformes numériques et surtout, pour nous encourager, abonnez-vous massivement à notre chaîne, à NCA TV. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. Oui.